Ma sœur a enregistré en secret une conversation avec nos parents, puis elle me l'a envoyée avec une moquerie. Devine qui a une surprise pour toi. J'ai appuyé sur lecture et je suis resté figé. Mes parents riaient. Là, elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on veut, c'est son argent. Je leur ai répondu avec une seule phrase. Moi aussi. Leur surprise s'est terminée. La mienne ne faisait que commencer. Je m'appelle Karen Hulpet. J'ai 32 ans, et il y a 3 jours, ma sœur m'a envoyé un fichier audio qui a détruit tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Le message était accompagné d'une moquerie. Devine qui a une surprise pour toi. 4 minutes et 23 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour démolir 32 ans à croire que j'étais aimé. Dans l'enregistrement, mes parents se moquaient de moi. Elle croit vraiment qu'on l'aime? Ce qu'on veut, c'est son argent. Mon père m'a traité de naïve. Ma sœur a demandé combien de temps je continuerais à payer. Pendant 8 ans, j'ai donné 384 000 $ à ma famille. Je pensais être une bonne fille. En réalité, j'étais juste un distributeur automatique, avec des sentiments. Avant de continuer, si cette histoire te parle, prends une seconde pour mettre un like et t'abonner, mais seulement si tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé ensuite. Tu regardes ça d'où, là maintenant? Écris ta ville et leur local en commentaire. J'aimerais savoir qui est ici avec moi. Laisse-moi revenir 4 jours en arrière, au mardi soir, quand mon téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer. Mardi, 21h47. J'étais encore à mon bureau, au 47e étage de la tour Willis, en train de vérifier des projections trimestrielles pour Cafron Capital Partners. Le skyline de Chicago brillait à travers les baies vitrées, du sol au plafond. Mais je ne le remarquais presque plus. Après 6 ans dans cette entreprise, la vue était devenue comme du papier peint. Mon téléphone s'est allumé. Madison. D'abord, je dois expliquer quelque chose. Sur le papier, ma vie avait l'air réussie. Analyste financière senior, salaire annuel de 127 000 $, un coin dans l'open space avec la meilleure lumière. Mais chaque mois, comme une horloge, une grande partie de ce salaire disparaissait dans les comptes de ma famille. Tout a commencé il y a 8 ans, 3 semaines après mon premier vrai boulot. Maman m'a appelé en pleurant à cause d'une urgence. Ils avaient besoin de 500 $ pour réparer une voiture. Je leur ai transféré l'argent en moins d'1 heure, heureuse de pouvoir enfin aider. Ces 5 cents $ sont devenus un 000. Puis 2400 $ chaque mois pour leur hypothèque à Naperville. Puis les frais de scolarité de Madison à DePaul. 8 000 $ sur 4 ans. Puis les dépenses du quotidien, parce que la blessure au dos de papa l'avait forcé à prendre une retraite anticipée. Je n'ai jamais remis ça en question. Les bonnes filles aident leur famille. C'est ce que je me répétais. À chaque fois que j'ouvrais mon appli bancaire. À chaque fois que je calculais si je pouvais sortir dîner avec mes amis. Souvent non. À chaque fois que je renouvelais le bail de mon studio de 450 pieds carrés, parce qu'économiser pour acheter un logement me semblait impossible. 384 200 $. Je connais le chiffre exact, parce que je l'ai calculé cette nuit-là. Assise dans mon studio sombre, en écoutant mes parents rire en disant à quel point il était facile de me manipuler. Mais je vais trop vite. Ce mardi soir-là, j'étais encore la Karen qui croyait être aimée. Celle qui a vu le nom Madison s'afficher et a souri, en pensant que sa petite sœur voulait peut-être juste discuter. Je me trompais. Madison a 26 ans. Elle a obtenu son diplôme à DePaul il y a 3 ans, avec un diplôme de marketing que j'ai payé, et depuis, elle se cherche. C'est comme ça que maman le dit. Se chercher veut dire vivre gratuitement chez nos parents, poster des stories Instagram dans des restos brunch où je ne suis jamais allé, et changer de boulot tous les 8 mois parce qu'elle s'ennuie. Moi, je la défendais toujours. Mais elle est jeune. Elle va s'en sortir. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Ce que je ne savais pas, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que pendant que je travaillais 60 heures par semaine et que je mangeais des dîners micro-ondes seul, Madison faisait du shopping chez Nordstrom avec une carte de crédit reliée à mon compte. Maman l'avait ajoutée comme utilisatrice autorisée 6 mois plus tôt. Elle ne m'a jamais demandé. Je l'ai découvert plus tard, en regardant mon relevé, après avoir vu l'horodatage du fichier audio. Mais ce mardi-là, je croyais encore que ma famille m'aimait. Je croyais encore que mes sacrifices avaient un sens.
Je croyais encore que quand maman m'appelait la responsable, et Madison l'esprit libre, c'était de l'affection, pas un code pour dire celle qui paie et celle qui profite. Le groupe WhatsApp familial cette semaine-là était normal. Madison se plaignait de ne plus avoir d'argent, tout en portant une veste à $400 sur son selfie. Maman rappelait à tout le monde la fête du 35e anniversaire de mariage dimanche. Papa envoyait un emoji ou pouce en l'air et rien de plus. Et puis, mardi à 21h47, Madison m'a envoyé un message privé, une seule ligne. Devine qui a une surprise pour toi. En dessous, un fichier audio de 4 minutes et 23 secondes. Nom du fichier, family-bateau.m4a. J'aurais dû attendre. J'aurais dû finir mon travail, rentrer chez moi, écouter ça avec un verre de vin et une armure émotionnelle. À la place, j'ai appuyé sur lecture tout de suite. Il faut que tu comprennes ce qui devait se passer ce dimanche-là. Maman préparait sa fête de 35 ans de mariage depuis 6 mois. Le lieu, Oakbrook Hills Country Club. Un endroit où la simple adhésion coûte plus cher que mon loyer annuel. 85 invités. Tantes, oncles, cousins, voisins de l'église, anciens collègues de papa du syndicat des électriciens, le club de lecture de maman. Tout le monde important dans son univers serait là, à regarder Patricia et Donald Hulpay célébrer 35 ans de mariage. Dimanche, 18h. Nappe blanche, lustre en cristal, une banderole 35 ans d'amour. Maman avait choisi le menu, les fleurs, le plan de table. Elle avait choisi sa robe bleu marine avec des perles 3 mois à l'avance. Et elle avait choisi le moment central de la soirée. Un discours de ma part, sa fille aînée, suivi de la présentation de leur cadeau spécial. Sauf que, je n'avais pas choisi ce cadeau. 2 semaines avant l'enregistrement, j'avais vu un débit sur ma carte Visa finissant par 4721. Liberty Travel $28 450. Un voyage en Europe de 3 semaines, Paris, Rome, Barcelone, départ en octobre. Quand j'ai appelé maman pour demander, elle a ri. Surprise. Tu vas nous offrir le voyage de notre vie pour notre anniversaire? C'est pas merveilleux? On l'a déjà dit à tout le monde. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas protesté. La Karen classique, ne pas faire d'histoire, ne pas embarrasser, juste encaisser et sourire. Le plan, c'était, venir dimanche, faire mon discours, remettre le voyage, regarder mes parents sourire pendant que tout le monde applaudit ma générosité. Et puis Madison m'a envoyé ce fichier. Et tout ce que je pensais comprendre sur être une bonne fille est parti en fumée en 4 minutes et 23 secondes. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement était métallique, un peu étouffé, enregistré sur un téléphone caché quelque part dans la cuisine de mes parents, je le sentais au bruit des assiettes. J'ai reconnu l'endroit immédiatement. L'écho des vieux carreaux, le bourdonnement du frigo que papa dit toujours qu'il va remplacer. Maman a parlé la première. Là elle croit vraiment qu'on l'aime. Un rire léger, comme si elle parlait de la météo. Ce qu'on veut, c'est son argent. Ma poitrine s'est serrée. Je ne respirais même plus sans m'en rendre compte. Puis la voix de papa, avec un petit rire que j'avais déjà entendu 1000 fois. Mais jamais comme ça. Bah, elle a toujours été naïve. Puis Madison, ma petite sœur, celle que je portais sur mes épaules au fait, à qui j'ai appris à faire du vélo, que j'ai défendu à l'école. Tu crois qu'elle va continuer à payer combien de temps? Maman a répondu sans hésiter. Tant qu'elle croit qu'on a besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir utile. Rire. Le bruit d'un placard qui s'ouvre. La vie qui continue normalement, pendant qu'il détruisait la mienne. J'ai arrêté l'audio à 4 minutes et 12 secondes. Je n'ai pas pu écouter les 11 dernières secondes. À ce moment-là, mon studio était noir. Chicago brillait derrière ma seule fenêtre, totalement indifférent à mon effondrement. Je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone à la main, l'écran noir. 10 minutes sans bouger. Pas de larmes. Pas de cris. Juste le silence, et le calcul horrible. Ce n'était pas de l'amour que j'avais acheté. C'était du mépris. Mon téléphone a vibré. Madison encore. Tu l'as écouté? Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai tapé 4 mots. Moi aussi. J'ai envoyé. Et quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai réécouté l'enregistrement 3 fois,
en prenant des notes sur mon ordinateur comme si je préparais un audit financier. Ce qui, d'une certaine manière, était exactement ça. Chaque mot. Chaque rire. Chaque cruauté dite comme si c'était normal. J'ai tout noté. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. 8 ans de transactions. Des milliers de lignes. À 1 heure du matin, j'ai créé un tableau, en classant chaque transfert fait à quelqu'un portant mon nom de famille. Hypothèque, 230 400 $. L'étude de Madison, 78 000 $. Dépenses de vie, 47 300 $. L'urgence jamais remboursée, 28 500 $. Le total brillait à l'écran. 384 200. J'ai pensé à tout ce que cet argent aurait pu être. Un apport pour acheter un logement, une retraite, des vacances, juste une seule vraie vacance quelque part. Un appartement plus propre, sans cafard sur les murs. À la place, j'avais un studio minuscule. Et des parents qui riaient en m'appelant la naïve derrière mon dos. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un email à Rebecca Torres. C'est ma meilleure amie depuis qu'on était colocataire à Northwestern, à l'époque où je croyais que le monde était juste et que la famille signifiait quelque chose. Aujourd'hui, elle est avocate chez Morrison, spécialisée dans les conflits financiers. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de ma famille et de 380 000 $. Elle a répondu à 3h12. Elle a toujours été noctambule. Café demain 8h chez Intelligentsia, sur Randolph. Je libère mon agenda. À 3h47, Madison a répondu à mon message. Moi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé ces émojis de rire longtemps. Ma petite sœur ne m'avait pas envoyé cet audio pour me prévenir, ni pour s'excuser. Elle l'avait envoyé pour se divertir. Pour voir comment je réagirais. Pour me voir souffrir. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois en 8 ans, j'ai choisi le silence au lieu d'essayer d'arranger les choses. Mercredi, 8 heures du matin, chez Intelligentsia Coffee, Randolph Street. Rebecca était déjà là quand je suis arrivé. 2 cafés latte à l'avoine étaient sur la table, et son bloc-notes juridique était sorti. Rebecca, toujours prête, même avant de savoir à quoi elle se prépare. Elle a 33 ans, elle est cubaine-américaine, avec un humour tranchant. On a vécu 3 ans ensemble dans un petit appart, à manger des nouilles et à rêver de nos vies. Elle est allée à Georgetown en droit. Moi, j'ai choisi la finance. Elle ne m'a jamais demandé un centime. Fais écouter, a-t-elle dit avant même que je m'assoie. Je l'ai fait. Rebecca a écouté avec son visage d'avocate, neutre, analytique, sans rien montrer. Quand ça s'est terminé, elle s'est adossée et a soufflé. L'exploitation financière dans un contexte familial, c'est plus courant que tu ne le crois. Mais ça ne rend pas ça moins violent. Elle a pris ma main. Je suis vraiment désolé, Karen. C'est légal, cet enregistrement? Rebecca a hoché la tête. Madison l'a fait dans sa maison. L'Illinois accepte le consentement d'une seule personne. Madison était présente, donc c'est légal. Et ça peut servir comme preuve si un jour tu en as besoin. Elle a sorti son téléphone. Envoie-moi le fichier. Je veux vérifier les métadonnées. Je lui ai envoyé. Elle l'a ouvert dans une appli que je ne connaissais pas et a fait défiler les données. L'horodatage indique dimanche dernier à 14h34. Pas de signe de montage. C'est authentique. Le mot m'a frappé comme un coup. Authentique. Le mépris de mes parents, confirmé par des données. Qu'est-ce que je fais? Rebecca m'a regardé avec son regard ferme, celui qui fait d'elle une avocate terrifiante face à l'adversaire. D'abord, tu bloques cette carte aujourd'hui. Ensuite, tu annules ce voyage qu'ils ont réservé sans ton accord. Elle a marqué une pause. Et ensuite, tu décides ce que tu veux qu'il se passe après. Jeudi, 8 heures du matin, j'ai appelé Chase Bank depuis mon bureau, en parlant bas et calmement pendant que mon cœur tapait comme un marteau. Je dois bloquer immédiatement la visa qui se termine par 4721. L'agent m'a posé des questions de sécurité. J'ai répondu en mode automatique. Oui, le nom de jeune fille de ma mère. Oui, la rue où j'ai grandi. C'est fou comme les détails de famille deviennent des mots de passe. De petites clés pour des portes qui ne s'ouvrent plus. Votre carte est maintenant bloquée, Madame Hulpet. Autre chose?
8h15, Liberty Travel. Je dois annuler la réservation. Numéro LT2847591. Un tour d'Europe au nom de Patricia Hulpet. Je vois la réservation. Êtes-vous la titulaire de la carte? Oui. Karen Hulpet. Ce paiement a été fait sans mon autorisation. Pause. Bruit de clavier. Je peux effectuer l'annulation. C'est dans la fenêtre des 72 heures, remboursement complet. Le remboursement apparaîtra sous 5 à 7 jours ouvrables. 8h32, email au service paie. Merci d'annuler le virement mensuel automatique de 2400 $ vers le compte finissant par 6672, effet immédiat. 3 appels. 2 emails. 45 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour démanteler 8 ans de dépendance financière. À 8h47, mon téléphone a vibré avec une notification Chase. Transaction refusée, 90 $ chez Nordstrom. Carte se terminant par 4721. Madison essayait d'utiliser ma carte. Et, bizarrement, c'était presque poétique. Je suis resté à regarder l'alerte, en attendant que la culpabilité arrive. En attendant cette vieille phrase. Mais c'est ta famille. Mais rien n'est venu. Juste une clarté froide et vide. Pour la première fois en 8 ans, je ne me demandais pas, qu'est-ce que maman va penser? Je me demandais, de quoi j'ai besoin pour survivre à ça? Et la réponse était déjà en marche. Jeudi, 14h. Mon téléphone s'est allumé, maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. C'était la première fois de ma vie que j'hésitais. Karen, ma chérie. Sa voix dégoulinait de douceur, ce genre de douceur que j'avais toujours pris pour de l'amour. Il y a un problème avec ta carte de crédit? Madison dit que ça a été refusé. Je l'ai bloqué. Silence. 3 secondes entières. Tu l'as bloqué? Elle a eu un petit rire nerveux. Juste avant notre anniversaire? Karen, tout va bien, ma chérie. Je vérifie mes finances, maman. Je dois regarder certains paiements. Quel paiement? Sa voix s'est tendue. Le voyage. C'est ton cadeau pour nous, Karen. On l'a déjà annoncé à tout le monde. À tante Ruth, au Henderson, à tout le club de lecture. Ils sont tous impressionnés par ta générosité. Voilà. Ce n'était pas de l'inquiétude pour moi. C'était de l'inquiétude pour l'image. Le voyage que je n'ai pas réservé. J'ai gardé une voix calme. Le voyage de 28 450 $ que tu as mis sur ma carte sans me demander. On allait te le dire. Elle parlait plus vite maintenant. La douceur se fissurait, comme un vernis qui craque. C'était censé être une surprise, pour que tu nous l'offres. Dépenser mon argent sans permission. C'est terminé. Karen, ne sois pas dramatique. C'est la famille. Tout ce qui est à toi. C'est à moi. Karen. Ce qui est à moi est à moi. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Sa voix est devenue froide, comme quand j'étais enfant et que je savais que j'avais été déçu. Mais j'espère que tu seras redevenu normal d'ici dimanche. Toute la famille sera là. Ne nous fais pas honte. Clic. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté à mon bureau, téléphone en main, et j'ai compris quelque chose. Je n'avais jamais entendu ma mère vraiment en colère contre moi, parce que je ne lui avais jamais donné de raison. Jusqu'à maintenant. Jeudi, 19h. Madison m'a appelé en FaceTime pendant que j'étais assise dans ce qui avait été ma chambre d'enfance. J'ai reconnu les murs, la peinture un peu passée. La fenêtre donnait sur le jardin derrière. Maman avait transformé la pièce en chambre d'amis depuis des années, mais Madison l'avait colonisée depuis son diplôme, il y a 3 ans. Madison a traîné les mots, avec un accent français ridicule qu'elle avait appris en 2 semaines à Montréal. Tu as fait un énorme scandale. Moi? Maman fait du ménage anti-stress depuis 3 heures. Papa s'est enfermé dans le garage. Elle a ri, allongée sur mes vieux coussins. Franchement, je ne m'attendais pas à cette réaction. Tu es d'habitude tellement docile. Pourquoi tu m'as envoyé cet enregistrement, Madison? Elle a penché la tête, un sourire amusé aux lèvres. Honnêtement?
Je voulais voir ce que tu allais faire. Tu es toujours parfaite, toujours responsable, toujours je suis la bonne fille. J'étais curieuse de voir quand tu allais enfin exploser. Donc c'était un divertissement pour toi. Ne sois pas dramatique. Le même mot que maman. Le même ton méprisant. Je pensais que tu allais pleurer. Que tu allais appeler maman, et que tout serait arrangé pour dimanche. Je pensais pas que tu ferais vraiment quelque chose. Je l'ai regardé, sans bouger. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la famille au sujet de l'argent que j'envoie? Madison a haussé les épaules. Que tu le proposes volontairement. Que tu te sens coupable d'avoir plus réussi, et que tu veux aider. Que tu insistes. Elle a regardé sa manucure, comme si on parlait de la météo. Toute la famille pense que tu cherches désespérément leur approbation, avec ton portefeuille. Mon ventre s'est noué, mais j'ai gardé le visage neutre. Tu viens dimanche? Madison a souri. Maman est inquiète. Enfin. Inquiète. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Elle a dit que si tu ne te présentes pas et que tu ne fais pas semblant d'être normal, elle appellera ton patron. Monsieur Harrison. Elle dira que tu fais une crise mentale et que la famille est inquiète. J'ai coupé l'appel sans dire au revoir. Mais avant ça, j'ai ouvert l'appli d'enregistrement vocal sur mon téléphone. Enregistrement, 3 minutes et 41 secondes. Vendredi. Je suis allé travailler comme si c'était un jour normal. Tableur. Réunion. Une performance tellement convaincante qu'une collègue, Sarah, m'a demandé si je voulais déjeuner. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Problèmes familiaux ce week-end. Elle n'a pas posé de questions. La Karen du travail et la Karen réelle avaient toujours été deux personnes différentes. Ce jour-là, elle devait le rester. Pendant la pause déjeuner, je me suis enfermé dans une salle de réunion et j'ai imprimé des documents. 8 ans de relevés bancaires résumés en 12 pages. La confirmation email de Liberty Travel montrant l'annulation et le remboursement en attente. Des captures d'écran du message de Madison, devine qui a une surprise pour toi. Une transcription de l'enregistrement. Chaque phrase avec son horodatage, vérifié par Rebecca. J'ai acheté une chemise cartonnée rouge au magasin de fournitures de bureau. Le rouge me semblait parfait. Ce soir-là, j'ai frappé à la porte de Daniel Mercé, appartement 4C, juste en dessous du mien. Il a 35 ans. Photographe freelance. Le genre de personne vraiment gentille, qui se souvient de ton anniversaire sans Facebook. On était devenus amis grâce à la buanderie, aux petites plaintes, et à quelques dîners taille à emporter. Daniel, j'ai besoin d'un énorme service. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, inquiet. Dis-moi. J'ai besoin que quelqu'un vienne avec moi dimanche à un événement. Une fête de famille. Je peux t'expliquer sur la route, mais j'ai besoin d'un témoin. Quelqu'un qui n'est pas eux. Daniel a observé mon visage longtemps. C'est sérieux. Le plus sérieux que j'ai fait de ma vie. Il a hoché la tête. Alors je viens avec toi. Sans hésiter. À quelle heure on part? On s'est fixé 17 h, dimanche. Quand je suis parti, il m'a tendu une carte de visite. Ma thérapeute, Dr Hélène Park. Peu importe ce qui se passe dimanche, tu devrais parler à un pro après. Pas parce que tu es cassé, mais parce que ce genre de choses laisse des traces. J'ai pris la carte. Merci de ne pas me dire pardonne et oublie. Daniel a parlé doucement. Certaines choses ne devraient pas être oubliées. Samedi. Mon téléphone était devenu un champ de bataille. 9 h, tante Ruth. Et Karen, ma chérie, ta mère a appelé. Elle est dévastée. Peu importe ce qui s'est passé, je suis sûr que c'est un malentendu. La famille, pardonne. C'est ce qu'on fait. 11 h 30, oncle Franck. Salut petite. Ton père a dit que tu as des soucis d'argent. Tu veux un prêt? Je peux te transférer quelques centaines pour finir le mois. Des soucis d'argent. C'est comme ça qu'il racontait l'histoire. 14 h, cousine Lisa. C'est vrai que tu ne viens pas à l'anniversaire? Tout le monde en parle. Maman dit que tante Patricia pleure toute la journée. 16 h 30, le téléphone fixe de mamie. Karen. C'est mamie. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ta mère est très bouleversée. S'il te plaît,
ne fais pas de scène demain. La réputation de la famille. J'ai écouté tous les messages sans répondre. Le récit était déjà installé. Karen fait une crise. Karen est égoïste. Karen gâche le grand jour parce qu'elle a des problèmes. Maman avait été rapide. En 36 heures, elle avait appelé tout le monde pour semer une histoire. Elle, la victime, moi, la fille instable qu'il fallait contrôler. Puis, à 18h47, j'ai reçu un message différent. Mamie encore, mais cette fois un message vocal privé, pas l'appel spectacle d'avant. Karen, c'est mamie, je suis seule cette fois. Ma voix est plus basse, plus vieille. Je ne connais pas toute l'histoire, et ta mère, Patricia, a toujours eu ses façons. Quoi que tu prépares, fais attention. Et sache que j'ai toujours vu plus de choses que je n'en ai dit. J'ai sauvegardé ce message. Le fait que mamie reconnaisse que maman n'était pas parfaite, ça a cassé quelque chose dans ma poitrine. Pas de doute. Du soulagement. Au moins une personne dans cette famille pouvait voir la vérité. Je devais juste m'assurer que les autres la voient aussi. Dimanche, 10h du matin. 8h avant la fête. Maman a appelé. Cette fois, j'ai répondu tout de suite. Karen. Plus de douceur. Plus de ma chérie. Juste du métal dans du velours. Je te donne une dernière chance. Je t'écoute. Tu vas venir à la fête. Tu feras ton discours, celui que j'ai écrit pour toi, je te l'envoie par email dans 1 heure. Tu souriras. Tu présenteras notre cadeau. Et tu joueras la fille reconnaissante que tout le monde connaît. Elle a marqué une pause pour appuyer. Et tu ne reparleras jamais de l'histoire de la carte. Sinon, j'appelle Richard Harrison, ton directeur financier. J'ai trouvé son numéro sur LinkedIn. Sa voix se tordait de satisfaction. Je lui dirai que ma fille a des problèmes de santé mentale, de la paranoïa, des délires sur sa famille. Je dirai que je suis profondément inquiète pour ta stabilité au travail. J'ai laissé la menace flotter. Tu crois que je ne le ferai pas? A-t-elle continué. Patricia Hulpet, mère dévouée, inquiète pour sa fille, qui douterait de moi. Dans ton bureau, ils te regarderont autrement. Chaque promotion, chaque projet, ils se demanderont si tu es vraiment stable. Ça aurait dû me terroriser. Il y a 6 mois, ça m'aurait détruite. Au lieu de ça, j'ai posé une question. Tu enregistres cette conversation, maman? Elle a hésité. Quoi? Parce que moi, oui. Silence. Un vrai silence choqué. J'enregistre depuis que j'ai décroché. 3 minutes et 47 secondes, pour l'instant. J'ai gardé ma voix ferme, professionnelle. La même voix que j'utilisais en réunion. Un enregistrement de toi qui menace de saboter ma carrière si je ne fais pas ce que tu veux, ajouté à l'enregistrement que Madison m'a envoyé où tu ris en disant que tu veux juste mon argent, je dirais que j'ai une bonne collection maintenant. La ligne a coupé. J'ai regardé l'écran. Enregistrement enregistré, 4 minutes et 12 secondes. Pour la première fois, j'avais utilisé leur propre méthode contre eux. Et ça avait le goût de la liberté. Dimanche, 14h. 4 heures avant la fête. Daniel et moi étions assis à ma petite table de cuisine, à manger des sandwichs qu'aucun de nous ne savourait. Répète-moi le plan, a dit Daniel. Je me présente. Je fais un discours, mais pas celui qu'elle veut. Je passe l'enregistrement. Et je pars. J'ai poussé la laitue dans mon assiette. C'est ça. Et ton meilleur scénario? J'y ai réfléchi. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'attends pas qu'ils changent. Les mots sortaient lentement, comme si je les découvrais en parlant. Je veux juste qu'ils entendent la vérité de ma bouche, devant tous ceux à qui ils ont menti. Une fois. Et le pire scénario? Ils me traitent de folle. Ils disent que j'ai tout inventé. Ils retournent toute la famille contre moi pour toujours. J'ai haussé les épaules. Mais j'ai les preuves. Relevé bancaire, métadonnées, et l'enregistrement que Madison a envoyé volontairement. Daniel a hoché la tête, en réfléchissant. Il ne m'avait pas jugé. Il ne m'avait pas dit sois la plus mature ou prends sur toi. Il avait juste demandé ce dont j'avais besoin. Et il était là. Je peux être honnête? A-t-il dit enfin.
S'il te plaît. La plupart des gens voudraient vengeance, humiliation, du sang. Il m'a regardé droit dans les yeux. Toi, tu veux juste être entendu. Il a soufflé. Franchement, c'est très sain. Situation compliquée, réponse saine. J'ai ri. Mon premier vrai rire depuis des jours. Ma thérapeute va être contente. Justement. Daniel a fait glisser la carte de la Dr Park sur la table. J'ai appelé son cabinet. Elle a un créneau mardi matin. J'ai peut-être insisté un peu. T'avais pas besoin de faire ça. Je sais. Il a souri. C'est pour ça que je l'ai fait. À 16h30, j'ai mis une robe bleu marine, simple, élégante. Une armure. Daniel était prêt. La chemise rouge reposait sur mes genoux, lourde comme une promesse. On n'a presque pas parlé pendant le trajet. Certains silences disent tout. Oakbrook Hills Country Club. Dimanche, 17h45. Le parking était déjà plein, BMW, Lexus, quelques Mercedes. Le cercle social de mes parents prenait les apparences très au sérieux. J'étais venu dans la Honda Civic de Daniel, et ça ressemblait presque à arriver à un gala en jean. D'une certaine manière, c'était parfait. La grande salle brillait à travers les hautes fenêtres, lustres en cristal, nappe blanche, une banderole en belle calligraphie. 35 ans d'amour, Patricia et Donald. 10 tables rondes. 85 invités. Des fleurs qui coûtaient sûrement plus cher que mon budget course du mois. C'était le royaume de ma mère. Elle était à l'entrée, robe bleu marine et perles, en train d'accueillir les gens avec son sourire chaleureux parfait. La femme admirée de tous. Elle m'a vu approcher. Son sourire n'a pas bougé pas devant des témoins mais ses yeux se sont durcis. Karen. Elle m'a attiré dans une étreinte. Ses bras étaient comme un étau. Ses lèvres contre mon oreille. Si tu fais quelque chose pour me faire honte ce soir, je te détruis. Je l'ai serré aussi, en gardant ma voix basse. Ça fait 8 ans que tu fais ça, maman. Ce soir, je vais juste le dire aux gens. Elle m'a lâché, son visage a repris ce sourire public figé. Seul quelqu'un qui la connaissait bien pouvait voir, les jointures blanches, la mâchoire tendue. Madame Hulpet, une fête magnifique. Daniel a tendu la main, calme. Je suis Daniel, un ami de Karen. Merci de m'avoir invité. Le sourire de maman a vacillé une microseconde. Elle n'avait pas prévu un témoin. Mais elle s'est reprise vite. Tout ami de Karen est le bienvenu. On est entré dans la salle. Tante Ruth a fait signe depuis une table au fond. Oncle Frank a hoché la tête depuis le bar. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années chuchotaient, sûrement en répétant les histoires que maman avait déjà répandues. 85 regards. Une chemise rouge. C'était l'heure. Je me suis assise à ma place à la table 3, assez près pour voir mes parents à la table d'honneur, assez loin pour que maman puisse faire semblant qu'on n'était pas en guerre. Daniel s'est assis à côté de moi. Tante Ruth était en face, avec oncle Frank, cousine Lisa et 2 amis de la famille dont je n'avais jamais retenu les noms. Tout le monde souriait. Tout le monde parlait de mon travail. Personne ne mentionnait l'éléphant dans la pièce. J'ai entendu que tu réussis très bien dans cette société d'investissement, a dit tante Ruth prudemment. Ta mère dit que tu es très généreuse. C'est ce qu'elle dit. Ruth a bougé sur sa chaise. Elle a mentionné que tu aides avec l'hypothèque. C'est très gentil, Karen. C'est ce qu'elle t'a dit? La table s'est figée. Même oncle Frank a arrêté son verre au milieu du geste. Que je donne cet argent volontairement. Que j'insiste. Que je me sens coupable d'avoir réussi. Que je leur supplie de me laisser aider. Ruth a lancé un regard inquiet vers la table d'honneur où maman observait. Oui, quelque chose comme ça. Intéressant. J'ai laissé le mot flotter. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai rien ajouté. J'ai juste repris ma salade, et je les ai laissés avec ce malaise. De l'autre côté de la salle, Madison me fixait. Elle était habillée en blanc, pure, innocente. Probablement exprès. Elle avait l'air nerveuse. Tant mieux. À 18h45, la coordinatrice a tapoté le micro. Bonsoir à tous. Au nom de la famille Hulpet, merci d'être venus célébrer ce magnifique anniversaire. Avant le dîner,
nous avons une présentation spéciale. Elle a regardé ses cartes. Accueillons Karen Hulpay, la fille aînée du couple, qui va dire quelques mots et présenter un cadeau très spécial. Applaudissements. Applaudissements chauds et naïfs. Je me suis levé. J'ai pris la chemise rouge. J'ai croisé le regard de Daniel. Il a hoché la tête une seule fois. J'ai marché vers la scène. Étage 85, personne n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis monté sur la scène. Le micro était froid dans ma main. Le projecteur était chaud sur mon visage. J'ai regardé la foule, des tantes et des oncles qui m'avaient vu grandir, des voisins qui avaient assisté à ma remise de diplôme, des inconnus qui ne connaissaient que la version de moi que mes parents avaient vendue. La fille gentille. La fille généreuse. J'ai inspiré. Merci à tous d'être ici ce soir. Ma voix est sortie stable, ce qui m'a presque surprise, vu le tremblement à l'intérieur de ma poitrine. 35 ans de mariage, c'est un cap incroyable. Et j'ai tellement de souvenirs avec cette famille. J'ai fait une pause. Les voyages de camping l'été. Les matinées de Noël. Papa qui m'apprend à changer un pneu devant la maison. J'ai vu mes parents se détendre un peu. Ça sonnait bien. Ça sonnait comme le discours que maman avait écrit. Mais ensuite j'ai continué. Ce soir, au lieu de parler du passé, je veux parler du présent. Une première vague de confusion a traversé la salle. Voir une famille réunie, ça fait toujours quelque chose. Et je veux parler de ce que famille veut vraiment dire. J'ai repris mon souffle. Il y a 8 ans, j'ai eu mon premier vrai emploi. J'étais fier, j'étais reconnaissante, surtout parce que je pouvais enfin aider ma famille. J'ai gardé une voix calme, posée. Maman avait besoin d'aide pour l'hypothèque. La blessure de papa rendait les choses difficiles. Madison avait besoin de payer ses études. J'étais heureuse de contribuer. Le sourire de maman a commencé à se figer. Papa avait pâli. Et j'ai contribué tous les mois, sans jamais manquer, pendant 8 ans. J'ai marqué une pause. J'ai calculé le montant exact récemment. Vous voulez savoir combien c'est? Personne n'a répondu. Personne n'a bougé. 384 200 $. Des souffles coupés. Des murmures. La main de tante Ruth est montée à sa bouche. Voilà ce que j'ai donné à cette famille. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Et la semaine dernière, j'ai appris exactement ce que cet argent m'a acheté. Maman a commencé à se lever. J'ai continué, sans ralentir. Je vais détailler. J'ai ouvert la chemise rouge. 2400 $ par mois pour l'hypothèque. Ça fait 230 400 $ en 8 ans. Les murmures ont grandi. Les gens faisaient des calculs dans leur tête. 78 000 $ pour les études de Madison à DePaul. J'ai regardé ma sœur. Elle était figée, son verre d'eau à moitié levé. 47 300 $ pour les dépenses du quotidien. Maman a crié, sa voix a traversé la salle. Karen. Je ne l'ai même pas regardé. Plus des urgences diverses, 28 500 $, jamais remboursés. Maman s'est levée et avançait vers la scène. Ce n'est pas approprié. Et plus récemment. J'ai tourné une page. Un voyage en Europe à 28 450 $, mis sur ma carte de crédit sans mon accord, présenté comme un cadeau que je devais soi-disant offrir ce soir. Le visage public parfait de maman commençait à se fissurer. C'était censé être une surprise. A-t-elle lancé? Une surprise pour que je paie, ai-je répondu. J'ai regardé la foule. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu une personne qui dépense presque 30 000 $ sur sa carte sans permission, et qui appelle ça un cadeau? Des têtes ont secoué. Les chuchotements se sont intensifiés. Tante Ruth s'est levée à moitié. Karen, ma chérie, ce n'est pas. Il y a plus. J'ai sorti mon téléphone. L'argent n'est même pas le pire. Maman s'est précipitée vers l'escalier de la scène. Elle fait une crise. Je vous avais dit qu'elle n'allait pas bien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tremblé. Au contraire, j'ai branché mon téléphone au système de sonorisation. Je n'ai jamais été aussi lucide. Mon pouce flottait au-dessus du bouton lecture. Ceci est un enregistrement que ma sœur Madison m'a envoyé il y a 4 jours.
Elle pensait que c'était drôle. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli la salle? Elle croit vraiment qu'on l'aime. Ce qu'on veut, c'est son argent. La salle entière s'est figée. Comme si l'air avait disparu. Puis la voix de papa, en riant. Elle a toujours été la naïve. Puis Madison. Tu crois qu'elle va continuer à payer combien de temps? Et maman, encore, tranquille, presque légère. Tant qu'elle croit qu'on a besoin d'elle. C'est sa faiblesse. Elle a besoin de se sentir utile. L'enregistrement a tourné pendant 47 secondes. Puis maman a hurlé. Coupe ça. C'est faux. Elle l'a fabriqué. J'ai stoppé l'audio. Le silence qui a suivi n'avait rien d'un silence poli. C'était un silence choqué. Vide. Sans respiration. Ce n'est pas faux, ai-je dit calmement. Ma voix ne tremblait toujours pas. Le fichier a des métadonnées, enregistré dimanche dernier à 14h34. Un avocat a vérifié. Les horodatages sont intacts. Il n'y a pas de montage. J'ai regardé Madison. Elle était toujours assise, gelée, la bouche entr'ouverte. Et Madison, tu veux dire à tout le monde qui a enregistré ça? J'ai levé mon téléphone. Et qui me l'a envoyé avec ce message? Devine qui a une surprise pour toi et un emoji cadeau? Toutes les têtes se sont tournées vers ma sœur. Madison a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, ou juste la panique d'être devenu le dommage collatéral de son propre sabotage. Madison? La voix d'oncle Frank était rauque. C'est vrai, ce qu'elle dit? Madison n'a pas répondu. Elle n'a pas pu. J'ai regardé ma mère. Elle était au pied de la scène. Son mascara commençait à couler. Sa façade parfaite se désintégrait. Tu voulais que je fasse un discours ce soir? Ai-je dit. J'ai désigné la chemise rouge. Considère que c'est mon discours. J'ai dit la vérité. Une chose que cette famille n'a jamais faite avec moi. La chemise rouge était ouverte sur le pupitre. 384 200 $ en preuve. Et un enregistrement qui ne laissait aucune place au doute. La salle a explosé. Les voix ont jailli. Des chaises ont grincé. Des gens se levaient, d'autres se tournaient, certains murmuraient, d'autres parlaient fort. Maman a bondi sur les marches de la scène. Et ingrate. Tu détruis tout. Je ne détruis rien. J'ai reculé, en gardant le pupitre entre nous. Je refuse juste de le cacher, maintenant. Cet enregistrement est un mensonge. Nous n'avons jamais. Maman. Ma voix a coupé son panique net. 85 personnes viennent d'entendre ta voix. Tu as dit mon nom. Tu as ri de moi. Papa s'est levé d'un coup, rouge de colère. Karen. C'est notre anniversaire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et tu m'as appelé naïve. Tu as ri pendant que maman disait que vous aimiez juste mon argent. J'ai fait une pause. Ça t'a fait rire? Papa n'a pas trouvé de mots. Madison a fui la salle en sanglotant. Une de ses amies l'a suivie. La salle se divisait, certains restaient figés, d'autres s'agitaient, les groupes se formaient. Oncle Frank a quitté sa table et a marché droit vers maman. Patricia, c'est vrai, ce qu'elle dit sur l'argent? La bouche de maman bougeait sans son. C'est plus compliqué que ça. Combien? La voix d'oncle Frank a monté. Combien tu lui as pris? Je ne lui ai rien pris. Elle l'a proposé. J'ai levé la feuille récapitulative. 8 ans de relevé bancaire. Chaque transfert, chaque urgence, tout est là, noir sur blanc. Et là, une voix que je n'attendais pas. Mamie. Toujours assise. Calme. Claire. Patricia, tu m'avais dit que Karen insistait. Tu m'avais dit qu'elle se sentait coupable et qu'elle vous suppliait d'accepter. Maman s'est retournée vers elle. Maman, mêle-toi de tes affaires. Non. Les yeux de mamie étaient durs. J'ai passé 60 ans à construire la réputation de cette famille, et tu nous mens à tous depuis des années. Quelque chose s'est brisé sur le visage de maman. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans script. Le chaos tournait partout autour, voix,
accusations, pleurs, chaises, pas rapides. Mais au milieu, je ressentais une étrange bulle de calme. J'ai pris la chemise rouge, et je suis descendu de la scène. Je ne fais pas ça pour me venger, ai-je dit assez fort pour que ceux près de moi entendent. Je fais ça pour remettre les choses au clair. Maman m'a intercepté au bas des marches. De près, je voyais la panique sous sa colère. La terreur de voir son monde soigneusement construit s'effondrer. Tu as détruit cette famille, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas détruit. J'ai dit la vérité sur elle. J'ai regardé les invités dispersés, certains partaient, d'autres se regroupaient, d'autres nous regardaient comme un accident de voiture dont on n'arrive pas à détourner les yeux. Je veux que ce soit clair, ai-je annoncé à ceux qui écoutaient encore. J'ai posé la chemise rouge sur une table proche. Je ne demande pas qu'on me rende l'argent. Je ne vais poursuivre personne. Je ne cherche pas à punir. J'ai marqué une pause. C'est juste fini. Plus de virements mensuels. Plus de prêts d'urgence. Plus de cartes de crédit utilisées sans permission. J'ai regardé ma mère et mon père. Si, un jour, vous avez besoin d'aide réelle, pas de voyage de luxe et de shopping, je suis prête à en parler. Mais ce sera une conversation honnête. La première conversation honnête que cette famille aura jamais eue avec moi. Papa s'est effondré sur une chaise, la tête dans les mains. Maman est restée droite, tremblante de rage, incapable de la sortir devant des témoins. Je me suis tourné vers mamie. Je suis désolé que ça se passe pendant une fête, ai-je murmuré. Mais ça devait se passer quelque part. Mamie m'a tendu la main et a serré la mienne. Sa prise était plus forte que je ne l'aurais cru. Je sais, a-t-elle dit. Elle a avalé difficilement. J'aurais dû le voir plus tôt. J'aurais dû te protéger. Je l'ai embrassé sur la joue. Puis j'ai marché vers la sortie. L'air du soir m'a frappé le visage comme de l'eau froide. Daniel était juste derrière moi, silencieux et solide. On a traversé le parking sans parler. Le gravier craquait sous nos pas. Les sons de la fête, des voix qui montaient, quelqu'un qui pleurait s'éloignait derrière nous. Je n'ai pas regardé en arrière. On arrivait presque à la voiture quand quelqu'un a crié mon nom. Karen, attends. Mamie était à l'entrée du club, appuyée sur sa canne. La marche jusqu'au parking lui avait coûté. Je la voyais respirer difficilement, mais elle était venue quand même. Je suis allé vers elle à mi-chemin. Je voulais te dire quelque chose, a-t-elle dit. Ses yeux brillaient. Larmes ou froid, je ne savais pas. Tu avais raison. Ta mère, j'ai trouvé des excuses pour elle toute ma vie. Elle a secoué la tête. La famille, c'est la famille. Patricia a de bonnes intentions. Sa voix tremblait. J'aurais dû voir avant. J'aurais dû te protéger. Tu ne savais pas, ai-je murmuré. Mamie m'a regardé droit. Je ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Elle m'a attrapé par le bras. Ne la laisse pas te faire croire que tu es la méchante ce soir. Tu as dit la vérité. Et ça demande plus de courage que tout ce que quiconque dans cette salle a fait de sa vie. Je l'ai serrée doucement, consciente de sa fragilité. Merci, mamie. Prends soin de toi. Elle s'est reculée, puis a ajouté. Et ne réponds pas au téléphone pendant quelques jours. Fais-moi confiance. J'ai ri malgré moi. Bon conseil. Daniel et moi sommes partis pendant que le soleil se couchait. Dans le rétroviseur, je voyais des gens sortir du club et se regrouper, perdus, choqués, essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Comment tu te sens? A demandé Daniel. J'ai réfléchi. Vraiment. Comme si je retenais mon souffle depuis 8 ans. J'ai regardé la route devant moi. Et là, je viens enfin d'expirer. Le skyline de Chicago brillait devant. Et, pour la première fois, ça ressemblait à chez moi. Mon appartement n'avait jamais été aussi silencieux. À 22 heures, je me suis assise près de la fenêtre. Les lumières de la ville étaient floues à travers la vitre sale que je n'avais jamais pris le temps de nettoyer. Mon téléphone était posé face contre table. Je l'avais mis en silencieux depuis des heures, quand les notifications étaient devenues insupportables. 47 appels manqués. La dernière fois que j'ai compté, il y avait 23 messages. Probablement plus maintenant. Je n'ai pas regardé. À la place, je suis resté avec le silence,
et je me suis enfin autorisé à ressentir tout ce que je retenais depuis mardi soir. Le deuil est arrivé en premier. Pas celui de la confrontation. Celui de la famille que je croyais avoir. Des parents qui m'avaient porté bébé. Qui avaient applaudi à mes diplômes. Qui m'avaient dit qu'ils étaient fiers de moi. Est-ce qu'une partie de tout ça a été réelle? Ou est-ce que ça avait toujours été un investissement, évalué uniquement par ce que je pouvais rapporter? Les larmes sont arrivées sans prévenir. Je n'avais pas pleuré depuis la première fois que j'avais écouté l'enregistrement. 4 jours de logistique, de plans, de contrôle parfait. Maintenant, seul dans mon studio, avec la ville comme seul témoin, je me suis effondré. J'ai pleuré pour la petite fille de 10 ans qui voulait juste rendre ses parents fiers. J'ai pleuré pour la jeune femme de 22 ans qui avait donné son premier salaire pour prouver qu'elle était assez. J'ai pleuré pour la femme de 32 ans qui venait de comprendre que assez n'arriverait jamais. À 23 heures, j'ai appelé Rebecca. Je l'ai fait, ai-je dit, la voix cassée. Je sais. Ton père m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Sa voix était douce. Comment tu te sens? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que je suis triste. Mais aussi soulagé. Les deux peuvent exister en même temps. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle est restée silencieuse un instant. Tu as fait ce qui était nécessaire. Ce n'est pas toujours la même chose, mais ce soir, ça l'était. J'ai raccroché et je me suis allongé dans mon lit. Pour la première fois depuis des années. J'ai dormi sans rêver à ce que je devais à quelqu'un. Les conséquences sont arrivées par vagues. Lundi. Tante Ruth a appelé. Sa voix n'avait plus rien à voir avec le message La famille pardonne de 2 jours plus tôt. Karen, je n'avais aucune idée. Ta mère nous a dit que tu insistais, que tu te sentais coupable de ta réussite et que tu voulais contribuer. Un silence. On l'a tous cru. Je sais, ai-je répondu doucement. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir posé plus de questions. Merci de m'avoir appelé. Elle a hésité. Je ne t'appelle pas seulement pour m'excuser. J'ai dit à Patricia ce que je pensais. On ne se parlera pas pendant un moment. Mardi. Un email de Madison. Long. Amer. Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu mon travail parce que mon patron est ami avec tante Sarah et maintenant tout le monde sait. Tu es contente? Tu t'es vengée? J'ai répondu avec 4 phrases. Tu m'as envoyé cet enregistrement pour me faire souffrir. Tu en as ri. Tes décisions ont des conséquences. J'espère que tu apprendras quelque chose de tout ça. Mercredi. 3 amis de mon père de l'église ont envoyé des lettres d'excuses. De vraies lettres. Sur du papier. Arrivées par la poste. Ils avaient cru la version de mes parents pendant des années. Ils pensaient que Karen Hulpay était une fille désespérée qui achetait de l'affection. Maintenant, ils connaissaient la vérité. Le country club a envoyé une facture à mes parents pour la fête, avec la mention. Paiement exigé sous 14 jours. Apparemment, provoquer un scandale public lors d'un événement affecte le statut de membre. Je l'ai appris par oncle Frank, qui a appelé pour me donner ce qu'il appelait le rapport de situation. Tes parents refinancent la maison. Sans tes paiements, ils ne peuvent pas couvrir l'hypothèque. Il a marqué une pause. Je ne dis pas ça pour te faire culpabiliser. Je ne me sens pas coupable, ai-je répondu. Et c'était vrai. 12 membres de la famille avaient arrêté de parler à ma mère avant mercredi soir. Je comptais. Pas par satisfaction. Mais comme preuve que la vérité avait des conséquences. 2 semaines après la fête, maman a publié sur Facebook un long message soigneusement écrit sur les difficultés familiales et le respect de la vie privée dans les moments difficiles. Les commentaires ont afflué, surtout de la sympathie, quelques questions, et une réponse sèche de cousine Lisa, supprimée en quelques minutes. Le cycle de manipulation recommençait. Je m'y attendais. Puis maman m'a appelé. Tu es satisfaite maintenant? Sa voix était froide, contrôlée. Le masque en place, juste un peu fissuré. Toute l'église est au courant. Mon club de lecture m'a laissé tomber. Barbara Henderson ne me rappelle plus. Et tout ça, c'est de ta faute. J'ai dit la vérité, maman. La vérité? Elle a ri, amère. Tu crois que les gens se soucient de la vérité?
Il se soucie des apparences, du respect, de la stabilité. Et tu as détruit tout ça en 5 minutes. Je n'ai rien détruit. J'ai laissé le silence s'installer. Tu as dit dans l'enregistrement que tu ne m'aimais pas. Que tu voulais juste mon argent. C'était hors contexte. Quel contexte rend ça acceptable? Silence. Je ne m'excuserai pas, a-t-elle fini par dire. On t'a élevé, nourri, logé pendant 18 ans. Ça coûte aussi de l'argent. Tu nous dois ça. Les enfants ne sont pas des dettes à rembourser, maman. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais rien sacrifié. J'ai raccroché. Mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon téléphone a sonné à nouveau. Un autre numéro. Le portable personnel de papa. Celui qu'il utilisait rarement. Karen. Sa voix semblait fatiguée. Plus vieille que dans mes souvenirs. Je n'appelle pas pour me disputer. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je n'ai rien dit. Ta mère a tort, a-t-il continué. Je le sais. Je l'ai toujours su. Je n'ai juste jamais eu le courage de le dire. Ce n'était pas un pardon. Mais c'était un début. Si tu es d'accord, j'aimerais te voir. Sans ta mère. Juste pour parler. Je suis resté silencieuse un moment. On peut avoir une relation, papa. Mais pas si maman en fait partie. Il a hoché la tête, même si je ne le voyais pas. Je comprends. 6 mois après la fête, maman ne s'est jamais excusée. Je ne m'y attendais plus. Par les rumeurs familiales, surtout via tante Ruth, devenue mon allié inattendu, j'ai appris qu'elle avait complètement réécrit l'histoire. Dans sa version, j'avais fait une dépression nerveuse. Le stress du travail. L'enregistrement avait sûrement été manipulé ou sorti de son contexte. Elle était la victime. Moi, la fille ingrate qui s'était retournée contre sa propre mère à cause d'un malentendu. Certaines personnes l'ont cru. Et c'était acceptable. Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Madison m'a envoyé un dernier message avant de me bloquer partout. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. Tu nous as tout pris. Maman pleure tous les jours. Papa par la peine. J'ai dû aller vivre chez une amie parce que je ne peux pas payer le loyer. Tout ça, c'est ta faute. J'ai écrit une réponse dans l'application Notes. J'y ai mis toute ma colère, toute ma défense, chaque mot que j'aurais voulu lui envoyer. Puis je l'ai effacé. Sans l'envoyer. À la place, j'ai écrit dans mon journal, comme la Dr Park me l'avait conseillé. Madison a fait un choix quand elle m'a envoyé cet enregistrement. Elle voulait me blesser. Elle a réussi. Mais pas de la façon qu'elle imaginait. Je pouvais pleurer la sœur que je croyais avoir. Sans porter la responsabilité de la sœur qu'elle avait choisi d'être. La porte n'était pas verrouillée. Si Madison voulait un jour avoir une vraie conversation, honnête, avec responsabilité et évolution, je l'écouterais. Mais je n'allais plus la poursuivre. J'avais passé 32 ans à courir après l'approbation de ma famille. J'avais fini de courir. Certaines relations peuvent guérir. D'autres non. La sagesse, c'est de savoir lesquelles. Et d'accepter que tu ne peux contrôler que tes propres décisions. Moi, j'ai choisi la paix. Ce qu'ils choisiraient, c'était leur affaire. 6 mois après la fête, en mars, j'ai signé les papiers un mercredi après-midi. Un appartement de 2 chambres à Lincoln Park, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui captaient la lumière de l'après-midi. Mon nom sur l'acte. Celui de personne d'autre. La pendaison de crémaillère a été simple. Rebecca. Daniel. Quelques collègues devenus de vrais amis. Papa est venu seul. Mal à l'aise, dans un coin, mais présent. Et mamie, qui avait insisté pour apporter sa célèbre tarte aux pommes malgré ses difficultés à marcher. Je suis fier de toi, a-t-elle dit en inspectant les pièces vides qui allaient bientôt se remplir de meubles que j'avais choisis moi-même. Pas seulement pour cet appartement. Pour tout. Elle a souri. Même pour la fête. Son regard restait vif derrière ses yeux fatigués. Et quelqu'un devait dire tout haut ce que tout le monde pensait. Je regrette juste que ce soit toi qui aies dû le faire. Rebecca a levé son verre. À Karen Hulpay, qui a acheté un appartement, obtenu une augmentation de 8%, et lancé un blog qui a
Elle a regardé son téléphone. 12 000 abonnés. Tout ça en 6 mois. Le blog avait été un accident. J'avais commencé à écrire anonymement sur les limites financières et les familles, en pensant peut-être toucher quelques lecteurs. À la place, les messages ont afflué. Des milliers de personnes se reconnaissaient dans mon histoire. Des gens qui avaient trop donné, trop longtemps, à des personnes qui n'aimaient que ce qu'elles pouvaient prendre. Je n'étais pas seul. Aucun de nous ne l'était. Au nouveau départ, a dit Daniel en levant son verre. On a trinqué. À travers la fenêtre, le mois de mars adoucissait la ville où j'avais vécu pendant 10 ans sans jamais vraiment la considérer comme mienne. Cet appartement. Ses amis. Cette vie. C'était pour ça que j'avais payé tout ce temps sans le savoir. Pas pour leur approbation. Pour ma liberté. Un an après la fête, j'écris ceci depuis mon salon. Mon café refroidit à côté de moi. La lumière du matin glisse sur le clavier. L'appartement sent encore légèrement la bougie que Rebecca m'a offerte la semaine dernière. Beaucoup de choses ont changé. Je suis toujours analyste financière senior, mais on m'a confié la direction d'une équipe de 4 personnes. Mon salaire a augmenté. Mon compte épargne contient enfin de vraies économies. Je suis allé à Hawaï le mois dernier. Mes premières vraies vacances depuis 8 ans. Le blog a grandi. 18 000 abonnés. J'écris maintenant sur les limites. Sur l'abus financier déguisé en devoir familial. Sur le courage nécessaire pour dire « ça suffit ». Chaque semaine, je reçois des emails de personnes qui ont enfin eu cette conversation avec leur propre famille. Certaines relations ont survécu. D'autres non. Toutes sont plus honnêtes. Mamie est décédée il y a 3 mois. J'étais là à la fin, en lui tenant la main. Maman n'est pas venue à l'hospice. Elle et mamie avaient cessé de se parler après la fête. J'ai prononcé l'éloge funèbre. C'était plus facile que je ne l'aurais cru. Papa et moi nous voyons une fois par mois pour prendre un café. Ce n'est pas la relation dont je rêvais enfant, mais elle est réelle. Il est en thérapie maintenant, en train de travailler sur son propre silence. On ne parle de maman que s'il en parle lui-même. Ce qui arrive rarement. Madison est quelque part, sans me parler. Peut-être qu'un jour elle sera prête pour une conversation honnête. Peut-être pas. Dans tous les cas, ma vie continue. C'est ça qu'on ne te dit pas à propos des limites. Ça ne répare pas tout. Ça ne fait pas disparaître la douleur. Mais ça te donne l'espace pour construire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est suffisant. Plus que suffisant. Avant de partir, je veux partager quelque chose que ma thérapeute m'a aidé à comprendre. Ma mère a grandi dans la pauvreté. Pas une pauvreté de budget serré. Une pauvreté où tu te demandes s'il y aura à manger le soir. Ce genre d'enfance laisse des marques. Ça crée une mentalité de manque. Un besoin désespéré de contrôler les ressources. La croyance que la sécurité vient de l'accumulation. Quand j'ai réussi, elle n'a pas vu une fille dont être fière. Elle a vu une solution à une peur qui la hantait depuis 60 ans. Comprendre ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Mais ça l'explique. Et moi? J'étais une personne qui cherchait à plaire. J'avais besoin qu'on ait besoin de moi, parce qu'au fond je croyais que c'était la seule façon d'être aimé. À chaque transfert d'argent, je demandais en réalité. Est-ce que je suis suffisante maintenant? Est-ce que tu me vois enfin? La réponse était toujours non. Mais je continuais à demander, parce que je ne connaissais pas d'autre manière. Voilà ce que j'ai appris, et ce que j'espère que tu retiendras de cette histoire. Premièrement, si quelqu'un n'apparaît que quand il a besoin de quelque chose, ce n'est pas une relation. C'est une transaction. Tu mérites mieux. Deuxièmement, être lié par le sang ne signifie pas automatiquement être aimé. L'amour se montre par des actes, par le respect des limites. Quand ces choses manquent, le mot « famille » n'est qu'une étiquette. Troisièmement, mettre une limite peut te coûter une relation. Mais si cette relation n'existait que parce que tu n'avais pas de limite, alors tu n'as rien perdu de réel. Maintenant, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà été dans une situation où tu as dû choisir entre ta paix et le confort de quelqu'un d'autre? Que as-tu fait? Que aurais-tu aimé faire différemment? Laisse un commentaire. Raconte ton histoire. À chaque fois que quelqu'un partage, une autre personne comprend qu'elle n'est pas seule.
Si tu veux entendre plus d'histoires comme celle-ci, regarde la description pour d'autres vidéos. Et si celle-ci t'a touché, tu sais quoi faire. Merci d'avoir été là avec moi. À la prochaine.